Bien, bonjour camarades et amis. Donc là, nous allons commencer la présentation suivie d'un débat sur la situation internationale. Donc nous allons la faire à deux voix. Donc moi, je m'appelle Celso et je la ferai avec Tara, qui est militante révolutionnaire née en Iran. Et nous allons donc évoquer la question de la nouvelle politique internationale de l'impérialisme américain, avec l'essentiel de ces manifestations les plus importantes, qui augurent peut-être une nouvelle période politique. Donc c'est un petit peu ça dont on va discuter et dégager un petit peu un certain nombre de choses. Donc on va aborder ces deux points. Donc évidemment, ça ne sera pas l'exposé le plus amusant du monde, mais en fait, lorsqu'on est révolutionnaire, il est important aussi de regarder les choses en face et d'essayer de les comprendre. En tout cas, nous, en tant que marxistes révolutionnaires, nous accordons une importance énorme au fait que les travailleurs doivent comprendre le monde dans lequel ils sont, doivent comprendre leurs ennemis et leur détermination pour essayer de dégager des pistes pour le futur. Et tant pis si aujourd'hui la leçon est amère, il faut néanmoins l'apprendre, la comprendre et la discuter. Je passe la parole à Tara. Alors, on peut parler des heures et des heures de l'impérialisme et ses mains visibles ou invisibles dans l'histoire du monde moderne, mais soyons concrets et voyons ensemble seulement quelques exemples récents de sa façon de faire. Nous allons voir donc dans un premier temps le mode d'action des puissances impérialistes, suivi par deux exemples, qui seront du coup l'Iran et l'Amérique latine. Et ensuite, nous passerons à la question de la lutte en Iran d'aujourd'hui. Ce que l'on observe aujourd'hui en marge de soulèvement populaire en Iran présente toutes les caractéristiques classiques des projets de changement de régime imposés de l'extérieur ou regime change. Le regime change, donc, est un terme utilisé pour désigner la transformation du pouvoir politique d'un pays, le plus souvent à la suite d'une intervention directe ou indirecte d'acteurs étrangers. Cette intervention peut être militaire, économique ou politique et vise généralement à renverser le régime en place pour le remplacer par une structure jugée plus favorable aux puissances intervenantes. Contrairement aux transformations politiques endogènes ou aux mutations sociales internes, ce type de changement est le plus souvent imposé de l'extérieur et s'accompagne de conséquences étendues et souvent catastrophiques. Le régime change peut prendre plusieurs formes, notamment une intervention militaire, comme en Irak en 2003, un coup d'État soutenu de l'extérieur, comme en Iran en 1953 ou au Chili en 1973. Des sanctions économiques paralysantes visant à déstabiliser le pouvoir en place, ou l'armement et le soutien de l'opposition. Dans tous ces cas, l'objectif du changement de régime est le renversement du pouvoir existant et son remplacement par un régime désirable au point de vue des puissances intervenantes. Cette désirabilité est généralement définie en fonction d'intérêts géopolitiques, de l'accès aux ressources naturelles ou de la neutralisation d'idéologies jugées hostiles telles que le communisme, l'islamisme ou le nationalisme radical. Israël, par exemple, est parvenu à saboter les négociations nucléaires avec les États-Unis lors de la guerre de 12 jours, en juin 2025, menée contre l'Iran. Ceux qui, pendant des années, avaient traité les forces de gauche, les féministes et les militants des droits des nations du plateau iranien de sans-patrie, et qui avaient réprimé la moindre revendication élémentaire de ces nations et ethnies dans la vie quotidienne sous prétexte de séparatisme, les mêmes qui n'avaient cessé de répéter préservation de l'intégrité territoriale, etc., se sont soudain rangés aux côtés de l'ennemi extérieur. Ils ont lié leur patrie et leur nation à l'un des États étrangers les plus meurtriers, dont le bilan est entaché de crimes de guerre, de génocide et de nettoyage ethnique, et qui ne cache pas un instant être prêt pour sa propre survie à la dislocation de l'Iran.
tous ces prétendus nationalistes iraniens ont dansé sous le drapeau israélien pour appeler à l'attaque contre l'Iran. Lors de la première phase des attaques, les objectifs israéliens comprenaient les installations nucléaires, les systèmes de défense aérienne, les dépôts de munitions et les laboratoires, ainsi que l'assassinat ciblé des dirigeants des gardiens de la Révolution, selon les mêmes méthodes qu'à Gaza et au Liban, c'est-à-dire pour éliminer un chef militaire, faire exploser tout un immeuble ou un quartier résidentiel habité en plein cœur de la ville. Même si certains d'entre nous éprouvent une joie malsaine à voir les chefs des gardiens réduits en poussière, la colère populaire contre les dirigeants n'est pas de nature à transformer cet instant en soulèvement contre le régime et à provoquer sa chute. Dans de tels moments, la peur, l'incertitude, la recherche d'un refuge sûr et le stockage de vivres prennent le dessus sur tout élan révolutionnaire. Par conséquent, le risque de destruction et de chaos augmente. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, le US Air Force et le US Navy lancent une attaque coordonnée contre plusieurs sites nucléaires iraniens et ça vise notamment l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo, le site nucléaire de Natanz, ainsi qu'une installation située à Isfahan. Le déclenchement du conflit coupe court aux négociations commencées le 12 avril 2025 entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien et sur l'assouplissement des sanctions économiques à l'égard de l'Iran. Au 25 juin 2025, le lendemain du cessez-le-feu, l'ONG Human Rights Activists, basée à Washington, estime que les bombardements israéliens et américains sur l'Iran ont fait au moins 1054 morts et 476 blessés, la majorité des civils. Bon, maintenant, pour mieux comprendre le mode d'action des puissances impérialistes, j'invite Celso à nous parler de l'Amérique latine. Eh bien, l'année 2026 a commencé évidemment par les fêtes de décembre 2025. Et en fait, si l'on veut comprendre la césure et la bascule qui est en train de se faire aujourd'hui, en fait, il faut que l'on voit à la fois ce que vient de dire Tara, à savoir la défaite militaire du régime islamiste, qui du coup a fait réfléchir les autorités américaines pour essayer de voir s'il n'était pas possible de refaçonner le monde, en tout cas de dégager un certain nombre d'opportunités, évidemment, pour les intérêts de la première puissance mondiale. Du coup, si on veut comprendre un petit peu cette situation-là, avant d'aborder la situation directement en prise avec le Venezuela, il faut voir qu'il y a un certain nombre d'éléments objectifs qui montrent une radicalisation. Ce n'est pas un tournant, mais c'est quand même une radicalisation des méthodes de contrôle de l'impérialisme américain. L'impérialisme américain, en Amérique latine notamment, a toujours eu une politique de chasse gardée depuis toujours. Mais cette politique a eu des moments de détente et de répression qui ont alterné en fonction des intérêts des États-Unis. Ce qui s'est passé depuis donc l'exécution du premier semestre du mandat de Trump, en fait son deuxième mandat, c'est qu'en fait, vous avez 4 éléments qui sont très importants, et je vais les rappeler ici, parce qu'en fait, c'est eux qui vont permettre de piger, de saisir un petit peu ce qui est en jeu. Le premier, c'est tout d'abord la volonté explicite du pouvoir américain économique d'imposer un peu ses prérogatives. Et là, déjà, tout de suite, il faut absolument se dégager d'une vision simpliste qui considère Trump comme étant un fou, qui dirige une puissance, etc. On ne va pas rentrer dans la discussion sur la pathologie mentale de Trump, qui sans doute a des soucis, mais en fait, la puissance américaine, elle est dirigée aussi par toute une série de secteurs, de contrepoids et d'intérêts financiers, économiques et militaires extrêmement importants. En fait, Trump, dans sa façon d'être exubérant et outrancier, crée 2 choses. Tout d'abord, en fait, puisque c'est l'art de la négociation, c'est ça un petit peu sa marque de fabrique, c'est d'abord de créer la terreur, la sidération
et le fait que du coup, lorsque une option moins défavorable que celles qui sont présentées se présente dans la discussion, en fait, elle est saisie au vol, étant du coup perçue comme une avancée, alors qu'en fait, elle était peut-être le point de départ de la négociation. Le premier élément, tout d'abord, c'est le contrôle extrêmement violent de la force de travail latino-américaine aux États-Unis. En fait, il y a eu, depuis janvier 2025 jusqu'à décembre 2025, 800 000 expulsions de travailleurs qui étaient en situation illégale, mais qui, pour beaucoup, en fait, travaillent depuis des décennies aux États-Unis. Ils constituent une force extrêmement importante, pas seulement dans la restauration, mais aussi dans la santé, dans tous les boulots qui sont nécessaires aujourd'hui à faire tourner l'économie américaine. Cette politique est une politique qui vise donc à l'organisation de la terreur, à la fois vis-à-vis des travailleurs d'origine étrangère, des travailleurs américains d'acquisition récente, et évidemment l'ensemble des travailleurs américains. 800 000, ça nécessite un corps spécifique. Donc c'est la fameuse police ICE qui fait beaucoup parler d'elle et qui a provoqué la terreur en mettant en scène des scènes de déportation, d'arrestation. On a vu pour les plus importantes des interventions de ICE pendant des incendies où ils ont arrêté des pompiers qui étaient sans papier pendant une intervention pour montrer en fait aux travailleurs latino-américains qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils font un métier utile et important qu'ils ne sont pas en danger. Ça provoque énormément de peur, en fait, cet élément-là. Parce que, y compris des travailleurs d'origine étrangère qui sont tout à fait en règle avec les papiers, ou qui parfois même sont américains, sont obligés pour aller au travail de prendre des mesures absolument de précaution pour ne pas se faire arrêter, parce que si vous êtes en retard au travail aux États-Unis, vous comprenez, vous perdez tout de suite votre travail. Donc cette peur-là, elle est énorme. C'est un point qui est très important. Lorsque je dis qu'en fait, c'est une mainmise, c'est un secteur en fait du patronat américain qui veut créer cette peur-là. Parce qu'il en existe un autre, et on peut donner les références aux camarades qui veulent poursuivre ces discussions-là, où en fait, il y a 1700 patrons de grandes entreprises américaines qui estiment que la politique de Trump va détruire 8 millions d'emplois aux États-Unis. Donc en fait, il y a aussi un secteur, au sein même, pourtant conservateur, du patronat américain qui estime que cette politique est outrancière. Il y a une discussion, mais pour l'instant, c'est l'aile qui porte Trump qui l'amène. Donc premier point, une maîtrise violente de la force du travail, et ça, c'est quelque chose qui est important. Deuxième chose, c'est la promotion des victoires électorales de l'extrême droite dans le monde et aussi en Amérique latine. Et donc, en fait, les basculements se sont faits avec l'élection, de Milei, mais elle avait été précédée déjà en 2017-2019 par toute une série de préélections, la plus emblématique étant celle du Salvador, où en fait un nouveau président a instauré un régime autoritaire où maintenant 2% de la population du Salvador est en prison. Le Salvador sert aujourd'hui de plateforme pour accueillir tous les expulsés des États-Unis dont on n'arrive pas à déterminer l'origine, avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des conditions déplorables et absolument pas possible de défendre leurs droits. C'est aussi évidemment cette victoire de Milei, c'est la victoire d'Antonio Cast, donc au Chili, qui donc va être au pouvoir à partir du mois de mars 2026, qui lui du coup, contrairement à Milei, a une filiation directe en fait avec le national-socialisme allemand. Donc du coup, là, il n'y a pas trop de mystère. C'est quelqu'un qui défend et qui veut l'amnistie de tous les, des responsables militaires qui sont en prison pour torture et, assassinat massif au Chili. Mais c'est aussi un projet qui est beaucoup plus large, parce que de fait, la Colombie et le Brésil vont subir aussi un cycle électoral avec une poussée très importante de l'extrême droite. Et donc, on prévoit déjà aujourd'hui les victoires potentielles de l'extrême droite en Colombie et au Brésil. Resterait donc le Mexique, qui est aujourd'hui dirigé par une coalition, un gouvernement de gauche, qui va poser des problèmes, mais on y reviendra après. Donc, deuxième élément, la poussée d'une extrême droite par la voie électorale. Le troisième élément, c'est le fait d'essayer de mettre en place une terreur systématique. Et cet exemple n'a pas été beaucoup relayé dans la presse française. Il y a eu quelques articles, mais un peu plus en Amérique latine. Ça a été l'opération contre la drogue. Vous voyez que là, il y a un petit fil conducteur.
dans les favelas donc, à Sao Paulo, où en fait l'extrême droite, parce qu'en fait le gouverneur de la province est d'extrême droite, a opéré une opération spéciale pour terroriser donc des favelas, des quartiers populaires et des quartiers des bidonvilles, avec une exécution sommaire donc, de 200 à 250 personnes. Les bilans sont différents, qui ne sont pas des trafiquants, soyez rassurés, mais qui étaient des pauvres habitants, dont beaucoup en fait ont été retrouvés les mains ligotées dans le dos avec une balle dans la tête. Donc l'extrême droite donnait un signal très fort au gouvernement de gauche pour dire « nous nous sommes déterminés à utiliser la force » et en fait, évidemment, à utiliser une violence. Juste un chiffre, simplement pour que vous ayez des proportions, et ces chiffres-là, on vous les donnera. Il y a aujourd'hui au Brésil, la police militaire et les polices fédérales, ces fameux escadrons de la mort, tuent plus que toutes les gangs réunis de trafiquants de drogue. C'est pour vous donner un petit peu l'image de la violence, où en fait l'extermination et la liquidation de jeunes enfants, la plupart du temps, est une forme de régulation sociale. Et le quatrième élément, bien sûr, c'est évidemment ce qui s'est passé au Venezuela. Au Venezuela, nous avons un cas où, en fait, après négociation, depuis un certain temps, il y avait, puisque l'opération a mis 6 mois à se mettre en place, il y avait une discussion au sein de l'exécutif américain sur qu'est-ce qu'on va aller faire du Venezuela. Maduro ne représentait pas une opposition frontale. Le régime était extrêmement affaibli, n'arrivait plus à exporter du pétrole, n'était pas en mesure d'être un État récalcitrant comme il avait pu l'être du temps, de son prédécesseur Chavez, qui avait plus de prestige avec une politique populiste différente. Plusieurs facteurs sont en cours. Bien sûr, la stabilisation du cours du pétrole, bien sûr, le fait que le régime corrompu n'a plus l'adhésion populaire et du coup était fortement affaibli. Et du coup, en fait, ils ont pris la décision du coup de l'enlever. Et donc, le 3 janvier, cette opération spectaculaire, qui ne s'est pas fait sans mal, puisqu'il y a évidemment beaucoup de victimes civiles, au-delà des militaires cubains qui le protégeaient, elle avait plusieurs en fait, éléments qui étaient là pour faire de la publicité. Et ce qui est intéressant avec le cas de Trump, c'est qu'en fait, ce type est absolument transparent. Donc, du coup, en fait, à la conférence du 3 janvier, il a expliqué, en fait, on a mis des mois à préparer cette opération. Comme on ne pouvait pas opérer avec le droit international, nous avons fait donc une opération d'antidrogue, du parquet de New York. Et donc, en fait, c'est des attorneys qui ont arrêté Maduro. Et en fait, donc, c'est pour contourner tout le droit international et toute une série de choses. Mais évidemment, il le dit d'ailleurs ouvertement dans la conférence de presse, l'objectif pour nous, c'est que c'est notre pétrole. Parce qu'évidemment, le Venezuela est peuplé de gens pauvres, mais par contre, il contient aujourd'hui les plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est un pétrole particulier qui nécessite un traitement parce qu'il contient énormément de soufre et donc il est visqueux. Donc c'est un pétrole qui nécessite une transformation qui fait qu'il est rentable à partir de 55 $ le baril. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, le baril est à plus de 60 $. Et donc du coup, vous voyez bien que l'opération elle commence à devenir tout à fait rentable. Qu'est-ce que montre cette opération? Tout d'abord, je vais commencer par les choses les plus évidentes et après rentrer un peu dans les éléments un petit peu plus de fond qui, à mon avis, donnent une certaine tendance, une orientation de cette politique agressive. La première tendance, c'est tout d'abord qu'en fait, les États-Unis ont décidé de mettre un terme, mais ça on le savait, de repenser l'ordre international. Du temps de la guerre froide ou après l'effondrement de l'URSS, en fait, il y avait l'idée que le droit international, c'était pas pour les États-Unis, mais c'était pour tout le monde. Aujourd'hui, le droit international, c'est pour personne. Voilà. Et du coup, l'Organisation mondiale du commerce, qui était là pour réguler les échanges commerciaux, ne marche plus. Et le tribunal international de La Haye ne marche plus. Et là, vous voyez du coup que dans ce dispositif politique, la logique génocidaire à Gaza, et là, sa fonction. D'abord parce qu'en fait, on assoit le pouvoir d'Israël de vivre de l'injustice, mais une conséquence qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est qu'on habitue les populations du monde à un génocide. Et donc, on habitue à la cruauté, à une certaine passivité, une certaine désespérance face à des événements contre lesquels on n'a pas prise. Cet élément est très important, parce qu'en fait, il détermine aussi la politique offensive de Trump, qui doit régler un certain nombre de choses. Ces éléments étant posés, le deuxième élément qui est important à comprendre avec l'enlèvement de Maduro, c'est tout d'abord qu'en fait, il va casser quelque chose qui était classique dans la politique américaine depuis une vingtaine d'années.
il va rompre avec la politique néoconservatrice qui consistait à reconstruire des États à partir de rien, ce qu'ils ont fait en Irak et en Afghanistan avec les échecs qu'on connaît. Donc en fait, ils ont cherché et obtenu, par négociation et par contrainte, le fait qu'une partie de l'appareil d'État vénézuélien négocie avec les États-Unis pour obtenir le moindre mal. Maintenir l'unité du pays, un certain cadre, mais le fait de pouvoir ne plus disposer de ses ressources naturelles. Cette semaine, le Parlement vénézuélien autorise les entreprises américaines à exploiter, comme bon leur semble, les richesses du sous-sol vénézuélien. Troisième élément qui est très important, c'est évidemment le fait que la menace d'une intervention, elle se fait sur tous les voisins. Il a explicitement menacé la Colombie, sans doute pour créer un excès et une tension, mais tous les gens et tous les spécialistes et tous les militants qui regardent l'Amérique latine savent que l'adversaire le plus important qui va venir aujourd'hui pour les États-Unis, c'est le Mexique. Le Mexique représente à la fois le passage de la force de travail dont les États-Unis ont besoin pour se développer. C'est aussi l'endroit où, en fait, des groupes négocient le trafic humain et aussi, évidemment, le commerce international de la drogue. Alors évidemment, vous l'avez tous compris, Trump ne s'intéresse pas du tout à la santé publique des gens. J'espère que là-dessus, il n'y a pas de débat entre nous. Toute la discussion, c'est le contrôle juste des prérogatives de l'État mexicain à n'être plus un État totalement indépendant, mais totalement substituable aux besoins directs des États-Unis. C'était déjà un État dominé, mais là, l'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus fort et beaucoup plus par la contrainte. Alors, ce n'est pas une exagération, parce qu'en fait, les Européens, là je parle de l'Union européenne, ont découvert à leur corps défendant qu'en fait, lorsqu'on les traite comme on traite les puissances d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'Asie, en fait, ça fait bizarre, quoi. C'est-à-dire quand on dit le Groenland est à nous, alors qu'évidemment le Groenland n'est pas danois, hein, on est bien d'accord, mais vous voyez bien, c'est juste, et avec en plus une vergogne, une insolence qui consiste à dire c'est juste un bout de glace avec des matières premières qui nous intéressent beaucoup. Bien, en fait, du coup, l'Europe se retrouve dans une situation qui est celle d'une puissance qui ne peut pas réagir de façon coordonnée face à une pression militaire. C'est le deuxième élément. Donc vous voyez bien que des puissances coalisées comme l'Union européenne n'arrivent pas à trouver une réponse coordonnée pour faire reculer Trump, même si là, à Davos, il a reculé un tout petit peu, mais c'est à mon avis pour la forme. Imaginez donc les voisins directs des États-Unis, ce qui nous rappelle la fameuse devise pour le Mexique, hein, donc si loin de Dieu et si près du diable, qui explique un petit peu la difficulté du Mexique d'avoir un développement qui soit harmonieux. Et là, du coup, vous voyez bien que la critique du capitalisme, elle est internationale. L'autre point qu'il faut revoir sur l'histoire du Venezuela, c'est qu'en fait, cette idée d'une intervention militaire n'est pas nouvelle. Au XXe siècle, les États-Unis ont opéré 41 coups d'État directement en Amérique latine. Et entre la naissance des États-Unis et la guerre hispano-américaine de 1898, il y en a eu 103. Donc en fait, on peut dire qu'il y a quand même une habitude. Ce n'est pas un truc qui est totalement nouveau. En ce sens-là, ce n'est pas un tournant. Ce qui est un tournant, c'est le fait d'assumer directement, non pas au nom de valeurs démocratiques, mais vraiment de la prédation directe, en fait, toutes ces opérations-là. Alors, quelles sont les conséquences un petit peu de tout ça, avant de revenir un petit peu à l'autre thème que vous allez voir sur la question de l'Iran? C'est qu'en fait, l'ensemble des situations, malgré leurs différences, elles sont liées. Elles sont liées pourquoi? Parce qu'en fait, Trump, ce qu'il veut en Amérique latine, ce n'est pas juste des États qui soient faibles. Ce n'est pas juste l'annexion du Groenland. En fait, il veut aussi se donner les moyens d'avoir un monopole par rapport à un concurrent de plus en plus important au niveau commercial en Amérique latine, qui est la Chine. En fait, au mois de décembre, il y avait un élément très important, c'est qu'il y a eu le plus grand port d'Amérique latine, un hub international, qui vient d'être construit par la Chine, au Pérou. Et 142 hectares, un port international, etc. Dernier cri, le président chinois s'est déplacé pour l'inauguration. En fait, ça va être un hub, donc ils appellent ça comme ça, qui va permettre de sortir toutes les matières premières d'Amérique latine dont a besoin l'industrie chinoise en échange d'une entrée de produits facturés, semi-facturés en provenance de Chine.
Donc aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis détiennent la majorité des investissements productifs en Amérique latine, mais par contre, sur ce qui est de l'ordre des produits commerciaux qui sont achetés, la majorité est chinoise. Et en fait, là, vous voyez bien qu'il y a une compétition sourde, où en fait, ce qu'est en train de faire Trump, ce n'est pas de la folie, c'est juste en fait consolider un espace. Il le dit d'ailleurs très clairement dans sa conférence de presse. Je terminerai avant de passer la parole à Tara sur un document qu'on a analysé dans notre presse, qu'on peut vous faire passer, on peut faire des commentaires et c'est très important. C'est un document qui est produit au mois de décembre, qui s'appelle le document national de sécurité intérieure. C'est un document que doit produire le gouvernement américain tous les ans. Alors c'est intéressant, d'habitude c'est un document que personne ne lit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Là, on est un certain nombre assez de fadés, c'est 32 pages absolument insupportables. Bon, c'est un pamphlet d'extrême droite, raciste, qui soutient la politique du grand remplacement et du coup de la défense des nations blanches contre le monde extérieur qui veut les envahir. C'est écrit noir sur blanc dans le document. Il dit qu'en fait, les États-Unis doivent défendre leurs intérêts stratégiques et pour cela, en fait, les intérêts stratégiques, c'est quoi? C'est l'accès à des ressources et aux matières premières, quels qu'en soient les moyens. C'est écrit noir sur blanc. Que s'il faut renverser des États qui résistent à la puissance et au développement démocratique du monde, à savoir les États-Unis, il faudra les renverser. C'est écrit noir sur blanc. Et ce document-là, non seulement il développe, il n'anticipe pas, mais il formule en fait cette politique, il dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'en fait, et c'est là le point de faiblesse des États-Unis, c'est qu'en fait, il y a la promesse d'une restauration et d'une amélioration des conditions de vie aux États-Unis. Et donc, en fait, il y a une apologie de l'intelligence artificielle, l'utopie d'une réindustrialisation américaine, qui sont absolument des choses dont on pourra discuter dans le débat, mais qui ne sont pas valables. Mais aujourd'hui, cette politique-là, elle a des résistances. Ces résistances, elles ne sont pas énormes. Il y a la jeunesse américaine qui résiste, en fait, avec les moyens qu'elle a. Mais dans le Minnesota, en fait, les travailleurs ont fait une grève, qui était à la fois une grève et une manifestation. Il faisait moins 20 hier. Ils étaient 100 000 à Minneapolis pour dénoncer les interventions de cette police et pour demander que cette police spéciale, ICE, soit évacuée. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont déterminé la volonté des travailleurs américains de dénoncer ça. Il faut s'imaginer un climat de guerre civile, décrivent les journalistes américains. C'est en fait l'idée de... On a pris par exemple des vieux monsieur d'origine Hmong qui sont citoyens américains, qu'on a fait sortir parce qu'ils avaient un faciès étranger, ou qui étaient des petits commerçants. Et en fait, ça a énormément choqué parce que c'est des gens qui étaient américains, etc. Même des gens qui sont des natifs, complètement européens, etc. Et du coup, en fait, beaucoup de commerçants ont décidé de s'associer à cette mobilisation en fermant les magasins. Il y a eu mardi l'arrestation très courageuse de Liam Ramos Conejo, donc à la sortie donc, de l'école maternelle. Il avait 5 ans, et donc ça a été photographié, etc. Alors lui, il avait 5 ans, il n'a pas eu les menottes. 15 jours avant, une petite fille à New York a eu droit aux menottes pour l'expulsion. Ces choses-là ne sont pas des accidents, ne sont pas des bavures. Ça participe de cette politique de terreur générale. Donc, quand vous voyez tous ces éléments-là qui se mettent un petit peu en place, vous voyez donc en fait à la fois la force des États-Unis, ses faiblesses au niveau de l'économie intérieure et l'amorce de résistance. Je vais maintenant laisser la parole à Tara pour développer donc le soulèvement en Iran. Iran, capitale Téhéran, est un pays du Moyen-Orient d'une superficie d'environ 1 650 000 km², soit 2,4 fois plus grand que la France, avec 92 millions d'habitants. Pays frontaliers, Irak, Turquie, Azerbaïdjan, Arménie, Turkménistan, Afghanistan et Pakistan. Le territoire est bordé au nord par la mer Caspienne et au sud par la mer d'Oman et le golfe Persique. La langue officielle est le persan, mais 9 autres langues principales sont aussi parlées par environ 80 groupes ethniques différents. Le pays, fidèle au Moyen-Orient, a rarement connu le calme. Seulement au XXe siècle, l'Iran a connu des événements majeurs tels que 2 révolutions, 3 coups d'État, une guerre, des dizaines de soulèvements, la famine, des invasions et d'innombrables ingérences étrangères. La République islamique est une oligarchie politico-militaro-économique dominée par le clergé,
doté d'un système de gouvernement à plusieurs niveaux. L'appareil de guide suprême, le gouvernement, les gardiens de la Révolution et les fondations religieuses. Elle dispose également d'une opposition docile dite réformiste, dont les revendications portent principalement sur une part accrue des bénéfices économiques. Il ne fait aucun doute qu'une partie du bloc au pouvoir et des oligarques s'inquiètent de la situation économique et souhaitent un assouplissement des politiques anti-occidentales, mais les factions religieuses de droite et les courants les plus radicaux conservent l'avantage. Les oligarques eux-mêmes faisaient initialement partie des courants religieux radicaux, avant de découvrir progressivement le paradis des résidences luxueuses du nord de Téhéran et du contrôle des monopoles économiques. Les fondations religieuses et les institutions économiques liées aux gardiens de la Révolution, qui contrôlent plus de 40% du produit intérieur brut, sont exemptées de toute forme d'imposition et de tout contrôle. Le 28 décembre 2025, le rial s'effondre, le prix s'envole, et le bazar de l'électronique et de la téléphonie de Téhéran se vide. Ces commerçants sont les premiers à protester. La grève est rapidement suivie par d'autres marchands. Politiquement, l'identité de ceux qui protestent est importante. Historiquement conservateurs, souvent religieux, les bazaris sont peu enclins à la contestation politique. Ils avaient été le fer de lance de la révolution de 1979. Depuis, ils entretiennent des liens de loyauté structurels avec l'État. Leur mobilisation signifie que l'État n'est plus en mesure d'assurer sa fonction minimale, faire tenir l'économie. Le 29 décembre, la contestation gagne les rues de Téhéran, les manifestants scandent « Azadi, liberté » et « mort au dictateur ». La mobilisation glisse vers des revendications politiques. Des manifestations éclatent alors dans plusieurs régions. Le 30 décembre, la contestation se diffuse dans les grandes villes du pays, en particulier dans leurs bazars. Le 31 décembre, la contestation se diversifie socialement avec l'arrivée d'étudiants. À partir du 1er janvier, les villes petites et moyennes rejoignent la contestation. Ce phénomène est particulièrement visible dans les régions où l'économie locale repose sur un tissu mélangeant agriculture, l'industrie et petit commerce. C'est dans ces strates que l'État venait traditionnellement trouver sa base sociale et idéologique lors des élections ou d'événements nationalistes ou religieux. C'est également là qu'il puise ses forces de sécurité, police, milices, gardiens de la Révolution et armée. Les 1er et 2 janvier. Les quartiers populaires et de classe moyenne de grandes villes, où l'on trouve employés, étudiants, petits boutiquiers, salariés, chômeurs, ouvriers, deviennent le théâtre de manifestations. Mais les banlieues populaires de Téhéran, actives pourtant dans les manifestations de 2019, ne se sont pas mobilisées en masse. Les 2 et 3 janvier, les funérailles de manifestants agissent de nouveau comme des catalyseurs de contestation, en particulier dans les villes petites et moyennes. Le 4 et 5 janvier, les grèves continuent dans le Grand Bazar de Téhéran et les manifestations s'étendent dans des villes de la Caspienne. Des syndicats de chauffeurs routiers, de retraités et de commerçants, ainsi que des associations d'écrivains apportent leur soutien aux manifestations. Au 11e jour de la contestation, le 7 janvier, la répression fait 29 morts et 2217 arrestations selon l'organisation Human Rights Activists in Iran. Malgré cette violence, la mobilisation se poursuit et des actions de sabotage ciblent des symboles de régime, donc des bases de miliciens, de fondations Khomeini et les sièges des gouvernorats. Pendant toute cette période, certaines régions demeurent en retraite de la mobilisation. Si les régions kurdes à majorité chiite et de langue kalhor se mobilisent intensément, le Kurdistan et les zones kurdes de l'Azerbaïdjan occidental, dans le nord-ouest, majoritairement sunnites de la langue sorani et kurmanji, restent prudentes, alors qu'elles étaient le cœur du mouvement Femmes Vie Liberté en 2022. Le 8 janvier, la contestation entre dans une seconde phase
les partis kurdes en exil appellent finalement à une grève générale. Elle est suivie massivement par les commerçants de toutes les régions kurdes et soutenue par d'autres grèves dans le pays. Dans le même temps, les dirigeants religieux baloutches déclarent leur soutien à la contestation, entraînant de nombreux baloutches dans la rue le lendemain après la prière du vendredi. Dans la nuit de jeudi au vendredi 9 janvier, donc 13e jour de mobilisation, des cadavres s'accumulent dans les rues, les morgues et les cimetières. Comme on pouvait s'y attendre, la République islamique a tiré sur la population dans les rues de la manière la plus criminelle qui soit. Un massacre délibéré et ciblé, non seulement pour stopper les manifestations de rue, mais pour tuer et terroriser le présent et plus encore l'avenir. Le 9 janvier, l'État décide alors d'interrompre les communications internationales et Internet. Il déploie également des brouilleurs militaires visant à neutraliser les connexions satellitaires comme Starlink. Les rares témoignages et vidéos parvenus entre le 9 et le 16 janvier, dernier jour de mobilisation, font état d'une intensification rapide et simultanée de la contestation au cours des 9 et 10 janvier, particulièrement à la tombée de la nuit. Ils décrivent également de véritables scènes de massacre, tandis que l'État qualifie les manifestants de terroristes. Des mitrailleuses sont installées dans les villes, les miliciens tirent à hauteur de tête et les snipers sont déployés au sommet des immeubles. Téhéran et Machhad semblent avoir été particulièrement frappés, alors que les informations en provenance des autres régions restent à ce stade lacunaires. La circulation des miliciens bassidji à moto la nuit tombée et l'usage de la terreur par la répression sanglante semblent avoir mis un terme aux protestations, au moins pour le moment. Le nombre de manifestants tués identifiés atteint les 5137, tandis que 12 904 autres victimes potentielles restent à identifier. L'organisation compte également 27 797 personnes emprisonnées, dont certains risquent la peine de mort. Le déroulement des événements depuis le 28 décembre a été tellement rapide que pour bien décortiquer les différentes composantes de l'opposition et les analyser, nous serons forcément obligés de revenir au soulèvement précédent pour mieux comprendre. 2009, le premier soulèvement massif qui a eu une certaine ampleur dans la société iranienne, surtout parmi la classe moyenne, fut celui de 2009, surnommé le Mouvement vert, qui était en réalité un conflit post-électoral entre deux candidats, le réformiste Moussavi et le conservateur Ahmadinejad. Les revendications étaient limitées aux résultats des élections présidentielles. Mode d'action, manifestations massives sans slogan radical ou en silence, désobéissance civile et non violente, donc doctrine de Gene Sharp. Slogan, où est passé mon vote? Obama soit avec eux, donc le régime soit avec nous. Gouvernement de coup d'État, démission, démission. Khamenei, Pinochet, l'Iran ne sera pas Chili. Le soulèvement 2017, le soulèvement de Day, ou décembre 2017, a été le résultat d'une accumulation de colère issue de plusieurs décennies d'intensification de l'oppression de classe et de la misère générale, ainsi que de la croissance des luttes syndicales de classe dans les années et les mois précédents. Mais c'est seulement le 28 décembre 2017 que l'avis de cette vision dominante en politique, qui cherchait la solution uniquement dans les affrontements électoraux, a pris fin pour toujours. Mode d'action, manifestation, émeute, grève. Slogan, réformiste, fondamentaliste, votre histoire est terminée. Mort et dictateur, mort Khamenei. Pain, travail, liberté. Étudiants, ouvriers, unité, unité. Reza Shah, rest in peace. Les caractéristiques de classe ouvrière du soulèvement de Day 2017 étaient tellement évidentes qu'il a rapidement trouvé son surnom, le soulèvement des affamés.
Une majorité de la classe moyenne et leurs représentants ont alors déclaré ouvertement, je cite, une révolution qui commence par la question du pain finit par la suppression de la liberté. Hannah Arendt. La fausse dualité de pain-liberté est ainsi née dans les médias de droite. Influencé par cette base matérielle, un spectre diversifié et parfois étrange de la gauche sur Internet était accompagné de hashtags tels que « Notre alternative et le conseil ». La classe moyenne a alors compris que l'histoire réformiste comme l'histoire des fondamentalistes était terminée, mais en même temps, elle était tellement captivée par l'idéologie capitaliste qu'elle ne pouvait pas suivre la nouvelle direction. 2019. Le soulèvement d'Aban, novembre, surnommé Aban sanglant, est un soulèvement contre la vie chère qui a débuté au lendemain de l'annonce de l'augmentation du prix d'essence de 200%, suite au rétablissement des sanctions économiques américaines en 2018 qui avaient engendré une forte baisse du rial et une inflation de 40%. Une partie des Iraniens jugent trop onéreuse la politique étrangère interventionniste de leur pays, notamment en Syrie, en Irak et au Liban, ce qui leur coûte des centaines de millions de dollars chaque année. Et d'où le slogan réactionnaire « Ni Gaza, ni Liban, je donnerai ma vie pour l'Iran ». Au même moment, au cours des manifestations en Irak et au Liban, les manifestants s'opposent notamment à l'ingérence iranienne. Mode d'action, manifestations, émeutes, grèves, incendies volontaires dans les stations de service, cyberattaques, lutte armée à certains endroits, désobéissance civile, etc. Slogan, République islamique, on n'en veut pas, mort au Khamenei, ni Gaza, ni Liban, je donnerai ma vie pour l'Iran, etc. 2022. Le soulèvement de Mahsa Jina ou Famille Liberté. Il a été considéré comme une avancée significative dans la lutte contre l'oppression sexuelle et sexiste, ainsi que l'oppression des minorités ethniques, surtout les Kurdes et les Baloutches. Une autre particularité de ce soulèvement est la présence marquée de la diaspora iranienne à l'étranger, qui n'avait jamais été aussi mobilisée auparavant. Mode d'action, manifestations, émeutes, chants protestataires, brûler les voiles islamiques, funérailles accompagnées par des discours politiques, des slogans ou parfois même des danses, couper ses cheveux, jeu de turban, cyberattaque. Slogan, femme, vie, liberté, et parfois sa suite rétrograde, homme, parti, abondance. Je tue celui qui a tué ma sœur. Cette année est celle du sang, Khamenei sera renversé. Liberté, 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 mort et dictateur. Le soulèvement de Jina, après celui de décembre 2017, a constitué le premier moment où la classe moyenne a retrouvé, après des années, la possibilité de se mobiliser politiquement et est entrée en scène en tant que sujet intervenant. Cette classe moyenne incluait non seulement ceux qui étaient vraiment dans la position de classe moyenne, mais aussi des couches inférieures de la petite bourgeoisie qui, en raison de politiques néolibérales de la République islamique et des sanctions impérialistes criminelles contre le peuple iranien, avaient subi un déclin de classe et étaient de facto considérés comme faisant partie de la classe ouvrière, mais qui en même temps se considéraient idéologiquement comme faisant partie de la classe moyenne. Cette idéologie n'est pas seulement un phénomène marginal, mais elle est devenue l'enjeu principal du soulèvement de Jina. Et depuis, après le soulèvement de Jina, un mode de vie s'est stabilisé. Dans la vitrine douce de la culture, on observe une tolérance relative. Musique pop, comédie commerciale, espace urbain mettant en scène la joie. Les responsables déclarent à diverses occasions que la voix du peuple et de la jeune génération doit être entendue. Tout cela a un faible coût politique et ne menace pas l'hégémonie. Dans le noyau dur, en revanche, la tolérance est minimale. Pensée critique, documentation sociale, journalisme d'investigation et enfin et surtout organisation syndicale et politique, ainsi que les liens entre l'université et le lieu de travail. Là, au contraire, la pression juridique, sécuritaire et administrative reste bien élevée.
Il en résulte une image contradictoire des libertés quotidiennes dont certaines couches ont contraint le régime à un léger recul, mais les instruments du changement structurel demeurent protégés. Je passe à l'opposition. L'un des principaux points forts de la République islamique réside dans la faiblesse et la fragmentation de l'opposition, étant donné que tout parti et toute organisation opposée à la République islamique ne peut exister à l'intérieur de l'Iran. Ce que l'on appelle l'opposition iranienne à l'étranger, à part les monarchistes, est principalement composée des survivants des courants politiques socialistes, libéraux, nationalistes et musulmans laïcs issus de la période de la Révolution de 1979. De nombreuses tentatives ont été menées pour créer des mouvements républicains, mais en raison de la dispersion, du manque de ressources financières et de moyens médiatiques, ils n'ont pas réussi à établir un lien direct avec les mouvements à l'intérieur de l'Iran. L'opposition de droite à la République islamique, bien qu'elle ait été contrainte durant le soulèvement de Jinnah en 2022 d'employer le mot « révolution » dans son propre discours, effraie depuis des années la population avec l'idée même de révolution. Elle a ainsi ancré chez une partie du peuple l'idée que la révolution signifie le chaos et que, par conséquent, afin d'éviter ce chaos, la période de transition doit être gérée par des élites. Ainsi, des mouvements et des individus ont émergé en tant que représentants politiques des revendications et des aspirations de cette classe moyenne en jouant sur ses sensibilités. Les monarchistes, qui bénéficient de ressources financières considérables et d'un soutien accru d'Israël, ont gagné en visibilité et ont mis en avant Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah, comme leader de l'opposition. Malgré le désaccord de Reza Pahlavi avec les autres personnalités et représentants de droite, et le fait qu'il ait quitté les négociations en 2023, plusieurs de ces personnalités soi-disant démocratiques ont exprimé leur soutien ouvertement envers Pahlavi, dans son projet pour devenir le futur monarque d'Iran, ou en tant que leader de la soi-disant révolution vers la démocratie, et seulement pour un certain temps dit de transition. D'autres personnalités ont refusé de s'exprimer pour et ont préféré de se taire ou de dire timidement qu'ils seraient d'accord avec le choix du peuple. Quel peuple, quel choix, nous ne saurons pas plus. Une autre singularité du soulèvement de Jinnah est la force qu'il a déclenchée et mobilisée, à la fois dans le pays et surtout à l'étranger. Cette force fait partie de la même classe qui avait perdu la possibilité de mobilisation politique au cours des années précédentes, donc classe moyenne. Et Manoto TV, le média de divertissement de la diaspora iranienne, était son principal organe de presse, dont les programmes importants comprenaient les équivalents de L'amour est dans le pré, The Voice, etc. Cette force a soudainement trouvé l'opportunité d'entrer sur le terrain à travers le soulèvement de Jinnah et symboliquement, son organe de divertissement médiatique est également devenu le centre principal de cette mobilisation. Le monstre qui a été libéré de la cage lors du soulèvement de Jinnah était un gang de voyous, de lumpenprolétariat et de fascistes qui ont même dégoûté les voyous et les fascistes des années précédentes. Le soulèvement de Jinnah est un avertissement à dénoncer le mythe propagé par certains mouvements de gauche, selon lequel la rue est intrinsèquement de gauche. Ce mythe nie l'importance de l'action et de l'organisation et s'appuie sur des événements aléatoires et les mouvements spontanés qui, comme l'a montré le soulèvement de Jinnah ou celui de Day 2025, sont susceptibles de permettre la mobilisation de mouvements fascistes. Pour parler de la gauche iranienne, revenons encore au soulèvement de Jinnah en 2022. Une bonne partie de la gauche qui, pendant de nombreuses années, se considérait seulement comme un soutien en partageant des stories sur les réseaux sociaux, a eu enfin l'occasion de faire des choses plus pratiques. Au lieu d'être un observateur distant ou un soutien des masses appauvries, cette gauche s'est libérée du mal de classe. Sous l'hégémonie de la classe moyenne,
s'est allié à la gauche républicaine, donc issue des réformistes, puis à la social-démocratie, pour finalement former une organisation de la gauche contre le communisme. D'un côté, au sein de la gauche qui se disait révolutionnaire jusqu'à il y a 2 ans, des voix s'élèvent pour affirmer la nécessité pour la gauche de s'unir aux libéraux contre le fascisme. Ce qui, bien sûr, sur le plan théorique, se fonde à tort sur l'analyse selon laquelle le principal problème en Iran n'est ni le néolibéralisme, ni même le capitalisme, mais l'islam politique, et selon certaines analyses, le gouvernement chiite centriste, qui, à cause de cette vilaine nature, a empêché la réalisation de la justice sexuelle et de genre et des droits des nations opprimées. Résultat, face au danger des courants monarchistes fascistes, nous devons nous unir aux libéraux. Le fascisme a bien sûr toujours le pouvoir et la possibilité de mobiliser la classe ouvrière, mais la classe ouvrière ne rejoindra un mouvement fasciste que dans des conditions où l'horizon de leur libération de classe est déjà supprimé ou semble inaccessible. Dans une situation où la gauche est presque inexistante et en l'absence d'alternatives progressistes ou même moins réactionnaires, énormément de personnes peuvent se trouver dans les rangs de leur ennemi naturel. La classe ouvrière, influencée par le discours dominant et sa complexité historique et de classe avec l'appareil répressif de la République islamique, a assisté en réalité à un recul, ou plutôt un recul forcé, de la lutte syndicale et de classe par rapport aux années précédentes. La question fondamentale n'est donc pas de savoir si les prolétaires étaient présents dans le soulèvement, mais plutôt quelle idéologie portait cette classe et ses différentes sections, et ce que leur présence dans le soulèvement a renforcé à travers cette idéologie. Parmi les conséquences de l'hégémonie de la classe moyenne sur la classe ouvrière, nous pouvons citer la mobilisation fascisante contre les migrants afghans ainsi que contre le peuple palestinien, le renforcement et la consolidation du faux schéma binaire pain ou liberté, le recul des luttes syndicales et de classe par rapport au niveau qu'elles avaient atteint avant le soulèvement de Jinnah, la vague de dépression générale parallèle à l'émergence d'un espoir factice et l'organisation d'une gauche anticommuniste sous la forme de diverses tendances affiliées à la social-démocratie. Le soulèvement de 2026 jusqu'ici n'est donc autre que le résultat amer de l'articulation des concepts de la gauche avec les revendications, les exigences et les tendances d'une classe qui avait pris le contrôle du mouvement en 2022 et qui a continué à exercer son hégémonie sur une grande partie des prolétaires. Pahlavi, attention. Pour éclairer ce phénomène, il faut d'abord souligner que minimiser l'importance du courant fasciste organisé autour de Reza Pahlavi revient à répéter de façon presque comique la même erreur commise par de nombreuses forces lors de la révolution de 1979 dans leur évaluation des rapports de force existants. Erreur souvent résumée par la formule « un mollah ne peut pas gouverner ». Aujourd'hui, le problème, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas le leadership de Reza Pahlavi, mais précisément son refus de diriger, ou plus exactement, son refus d'assumer la direction de la révolution. Car ce que lui et son entourage comprennent très bien et évitent soigneusement, c'est le processus et la logique même de la révolution. Malgré la base populaire que le courant gravitant autour de Reza Pahlavi a réussi à constituer, et qu'on peut appeler ici l'organisation Pahlavi, nous sommes confrontés dès le départ à une forme de leadership contre-révolutionnaire qui cherche sa continuité et sa consolidation, non pas dans la création, l'approfondissement et l'extension d'institutions populaires, mais dans leur neutralisation et leur mise à l'écart. À terme, cette organisation ne conçoit la réalisation de son pouvoir que par l'intervention et l'attaque militaire étrangère.
Le problème de Reza Pahlavi est qu'il veut être un leader, mais pas un leader révolutionnaire. Ce désir simultané de diriger et d'éviter la direction révolutionnaire porte en lui une contradiction interne. C'est pourquoi ses recommandations et ses interventions reposent essentiellement sur les mythes Gene-Sharpiens, des révolutions de velours et des révolutions colorées, tandis que l'agenda de l'organisation Pahlavi s'inspire des chimères d'Ahmed al-Shara, le Syrien. Dans les deux modèles, l'accent n'est pas mis sur la dynamique réelle de la lutte des masses, mais sur des scénarios souhaités préfabriqués qui visent avant tout à encadrer et contrôler les protestations populaires. Cette contradiction fondamentale ne résulte ni de l'ignorance, ni d'un malentendu, mais d'une conscience aiguë des dangers inhérents à toute véritable révolution. La manifestation de millions de personnes, entre guillemets, horizon ultime que Reza Pahlavi a osé évoquer face aux caméras et devant ses partisans, est un mythe séduisant hérité de décennies passées. Le cœur de ce mythe est simple. Des millions de personnes descendent dans la rue et ne la quittent pas. Cette occupation massive et prolongée des rues paralyse l'appareil de gouvernement, attire toujours plus de monde, accroît le mécontentement et coupe les artères vitales du pouvoir grâce au ralliement progressif des travailleurs de divers secteurs jusqu'à provoquer l'effondrement du régime. C'est presque mot pour mot ce programme que Reza Pahlavi a présenté à ses partisans en décembre 2025. Ce mythe a pourtant déjà été mis à l'épreuve en Iran face à la République islamique et lors de ce qu'on a appelé le mouvement vert en 2009. Contrairement à l'illusion démocratique qui domine l'opposition, y compris une grande partie de la gauche dite révolutionnaire, l'organisation Pahlavi sait parfaitement que le pouvoir politique ne se conquiert ni par la politesse, ni par la coalition, ni par le consensus. Alors, contrairement à ce que dit Reza Pahlavi, son organisation a attisé le feu de la nécessité du recours à la violence. Entre-temps, la classe moyenne, sous pression fidèle à sa nature sociale, ne cherchait pas à imaginer un avenir, mais à restaurer une grandeur passée, grandeur idéologique nourrie de nostalgie pour des époques heureuses qui n'ont jamais vraiment existé. L'organisation Pahlavi a parfaitement compris qu'en s'appropriant et en organisant cette nostalgie, elle pouvait devenir la nouvelle représentante politique de la classe moyenne. De l'autre côté, la lutte ascendante du prolétariat entre janvier 2018 et l'automne 2022 a subi, lors du mouvement du soulèvement de Jinnah, une défaite non seulement face au pouvoir répressif, mais aussi face à une classe moyenne défaite et sans horizon. La malnutrition, l'absence d'accès systématique à l'éducation, à la santé et à un logement digne ne constituaient le cœur d'aucune lutte. Et l'hégémonie de classe capable d'imposer la colère et les droits de cette classe aux autres s'était effondrée. Ainsi, l'hégémonie monarchiste restaurée au sein de la classe moyenne s'est progressivement diffusée vers le prolétariat, parvenant à mobiliser celui-ci autour de ce qui apparaissait comme une transformation radicale de tout l'ordre existant. À ce stade, les organisateurs de l'organisation Pahlavi ont compris que les recommandations Gene-Sharpiennes de Sa Majesté n'avaient aucun lien avec le niveau de colère des classes populaires. S'ils soutiennent et approuvent la violence de classe structurelle infligée aux plus démunis, ils la présentent toutefois conformément au discours dominant dans les médias et les universités de la République islamique, comme le résultat de l'incompétence des responsables, de leur aventure internationale, de l'aide financière à la Palestine et au Liban, de l'accueil des migrants afghans en Iran, et non comme le produit du capitalisme lui-même. Ce que Reza Pahlavi et les hauts responsables de son organisation savent, mais taisent par peur contre-révolutionnaire, c'est qu'aucune révolution à aucune époque et dans aucun pays n'a triomphé uniquement par des manifestations de masse ou par une guerre armée dispersée. La révolution
est une lutte continue et ascendante au cours de laquelle, simultanément, les gouvernés s'emparent de territoires de gouvernance des gouvernants et les contraignent à reculer. Il s'agit d'un processus par lequel la société s'organise et c'est sur la base de cette organisation sociale qu'elle conquiert le champ du pouvoir. La formation de comités de quartier, de comités de grève et d'instances similaires qui deviennent des autorités de fait et des perturbateurs de l'ordre existant constitue une partie indissociable de la lutte révolutionnaire. Ainsi, Reza Pahlavi est bien le leader d'une révolution, mais de quelle révolution ? Reza Pahlavi est le leader d'une révolution nationale, telle que nous l'avons vue. Envoyer les masses populaires dans la rue face à un appareil armé jusqu'aux dents, non pas dans l'espoir qu'elle l'emporte par des manifestations de masse ou par une violence dispersée, mais afin qu'elle soit massacrée à la plus grande échelle possible et que leurs cadavres servent de levier pour des négociations par le haut. Des négociations avec Trump, Netanyahou et d'autres, car la seule voie sûre et réaliste pour la révolution nationale, à la manière de Pahlavi et de son organisation, passe par une intervention militaire étrangère. Nous sommes alors dans la situation décrite au début. Des monceaux de cadavres s'accumulent dans les rues, les morgues et les cimetières. Et nous savons bien que la majorité de ceux qui sont descendus dans la rue et ont été tués lors des protestations de Day 2025 appartenaient à une classe pour laquelle la survie, même avec les moyens les plus élémentaires, est matériellement impossible. Des personnes qui n'ont même pas le luxe de la peur ou de la dépression. Elles reviendront donc. De l'autre côté, la République islamique n'hésitera pas à massacrer des populations bien au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. Pahlavi et son organisation ont bien davantage de cadavres pour aller mendier auprès des maîtres du monde. Et malheureusement, tant que nous ne serons pas préparés pour une autre voie, la situation restera la même. Cela dit, l'or n'est pas à la dépression, mais à l'organisation. Du coup, pour juste conclure sur quelques éléments et du coup lancer la discussion, comme vous voyez, la discussion elle est sur des éléments qui sont dramatiques et donc du coup sérieux. Je voudrais juste souligner quelques éléments. Tout d'abord, en fait, la massivité de l'opposition de ce soulèvement montre tout d'abord le caractère interclassiste et massif de la mobilisation, de contestation, ce qui est indiscutable. Ce qui est indiscutable aussi, c'est que l'organisation politique de cette contestation aujourd'hui est mise en scène pour partie à l'étranger par des forces réactionnaires. L'image que nous avons en revanche de l'Iran en interne, elle reste encore à découvrir pour voir ce qui s'est réellement passé. Et nous avons un certain nombre d'éléments qui montrent quand même qu'il est possible d'envisager que cette répression, en fait, elle avait aussi au cœur, pas simplement l'envie de la République islamique de faire un exemple, mais aussi le fait qu'elle manifestait par là, le fait qu'elle était réellement en danger et que le risque de renversement était bel et bien là. En fait, la césure, comme l'a souligné Tara, importante de fragilisation du régime islamique, ça a été la défaite pendant la guerre des 12 jours. Et les conséquences, elles ont été manifestes. Sans les exagérer, la vague des 80 grèves entre juillet et août jusqu'à début septembre dans la classe ouvrière, dans des secteurs y compris parfois importants, avec peu de résultats, montrait de façon exemplaire, dans des conditions qu'on imagine difficiles, dans la métallurgie, les travailleurs du pétrole, d'un certain nombre de secteurs parfois périphériques, mais de production, en fait, la disponibilité de la classe ouvrière à lutter pour ses droits fondamentaux. Donc, en fait, lorsqu'on prend une césure, une chronologie un peu plus ample, en fait, on voit que tout ce qui est en train de se passer est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, non pas parce qu'il nous manque des informations, mais parce qu'en fait, il faut que nous acceptions une chose. C'est qu'en fait, il faut accepter que cette reconfiguration du monde, c'est aussi une reconfiguration du rapport de force entre les classes sociales, entre les nations et les pays, entre les impérialismes les plus forts, les zones d'influence. C'est cette période de redéfinition que nous sommes en train de vivre. On le vit même jusqu'à Nantes. Des camarades ici présents étaient à les manifestations de soutien
au Kurdistan ont été réprimés par la police. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette zone autonome du Rojava, qui avait conquis de haute lutte une certaine autonomie, en fait, aujourd'hui ne rentre plus dans un dispositif de partage du monde à la Trump. Et en fait, on est en train de reconfigurer le Moyen-Orient. Et cette expérience-là, avec les critiques que l'on peut faire, mais qui est une expérience sociale énorme et qu'il faut comprendre et découvrir, eh bien en fait, elle est en train d'être écrasée dans le sang. C'est ça qui est un peu en train de se jouer. Du coup, maintenant, il faut voir un petit peu les grilles de lecture pour comprendre les situations et pour lancer la discussion. En fait, il y a un point très important qui a été donné, même s'il peut se discuter, sur la chronologie et les secteurs de classe qui sont mobilisés en Iran pendant la dernière décennie. Le problème pour nous, ce n'est pas, avec tout le respect que nous devons pour les sociologues, de faire une analyse, dynamique, politique, des secteurs qui sont en action et des modalités d'action. Oui et non, parce qu'en fait, pour nous, là est la clé un petit peu du problème. C'est-à-dire qu'en fait, chaque classe sociale, chaque fraction de classe, dans ses contradictions, même si elles n'ont pas conscience de leurs intérêts, ont des modes d'action qui sont différents. Et en fait, c'est ça qui se joue. Et pour nous, militants révolutionnaires, c'est là qu'intervient, la compréhension d'un élément qui n'est pas toujours simple. Parce qu'en fait, vous voyez bien, quand on discute de classe sociale, les gens disent c'est ringard, ça n'existe pas. Vous voyez bien qu'en fait, non. Il y a une conscience de classe aujourd'hui, c'est celle du régime. Le fait de déclencher une répression dont il sait qu'il ne pourra pas revenir en arrière et qu'il n'y aura plus de négociation possible, avec quand même une immense majorité de la société iranienne, c'est aujourd'hui des chiffres qui sont des projections, donc des estimations, ce ne sont pas les chiffres assurés, mais ce sont des chiffres tout à fait crédibles. On a dépassé les 16 000 tués, les 300 000 blessés. Et on n'a aucune idée absolument crédible du nombre de prisonniers. Donc en fait, on voit bien que ces chiffres-là montrent qu'en fait, un pouvoir acculé a utilisé des moyens disproportionnés pour la seule raison qu'il allait pouvoir être renversé. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Et ça nous questionne sur quoi? C'est quoi la différence entre une révolte et une révolution? Une révolte, ce n'est pas une révolution inaboutie, et une révolution, ce n'est pas une révolte qui a marché. Ce sont deux mécanismes différents. Et c'est la composition de classe des acteurs qui sont dedans qui les distingue. Ce n'est pas pour faire de l'ouvriérisme, c'est juste des méthodes de travail qui sont différentes. Dans une révolte, on essaie de bloquer une société. On occupe des places. Et on a vu plein de choses, y compris en Europe ici. On bloque, on essaie d'arrêter la machine qui broie les vies. Ça, c'est une révolte où en fait, vous avez tout un spectre d'actions sociales, des couches intermédiaires, des couches populaires qui interviennent. Une révolution, c'est lorsque vous rompez les amarres avec le système existant pour affronter directement l'État et du coup enclencher une dynamique qui peut être vaincue, mais qui peut aboutir parce qu'elle se pose les tâches d'une façon différente. En fait, c'est ça que nous pose comme problème la question de l'Iran. Et ça le pose d'une façon encore plus importante. Et c'est là-dessus que, évidemment, la discussion elle est posée. C'est que voulons-nous? Voulons-nous une révolution démocratique ou voulons-nous une révolution, disons permanente, qui nous fasse sortir du capitalisme? Ce n'est pas une histoire de l'argument raisonnable contre un argument maximaliste. Ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça du tout que la question se pose. Parce qu'en fait, lorsqu'on discute aujourd'hui avec des militants iraniens, des camarades iraniens, et même avec vous-même, en fait, lorsque vous abordez cette question difficile, la première chose qui est importante, c'est de se dire, d'abord, faisons tomber le régime. Et nous verrons après. Ça a la force de l'évidence, mais le problème, c'est la façon dont on fait tomber le régime, elle a des conséquences sur la façon dont on va envisager la reconstruction d'une nouvelle société. Faire tomber le régime iranien avec une intervention militaire, et là je rappelle que l'armada américaine se rapproche du Golfe Persique, ce n'est pas la même chose qu'un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire, avec des revendications démocratiques qui ne pourra aboutir qu'avec une révolution sociale, en fait, ni Pahlavi, ni les mollahs, ni les pétromonarchies voisines, ni Trump n'en veulent. Et en fait, le cynisme intégral de cette situation, elle est résumée aux félicitations de Donald Trump aux mollahs de ne pas, entre guillemets, avoir exécuté 800 prisonniers politiques qui étaient condamnés à mort. Je pense que c'est juste une condamnation qui est différée, en oubliant totalement, évidemment, les milliers de victimes. Tout ce petit public qui parle de démocratie
ne veut pas que le peuple iranien, les peuples d'Iran en fait, prennent leurs affaires en main. Et en fait, c'est ça qu'est en train de montrer ces situations qui sont absolument dramatiques et que nous devons aborder. Du coup, si on veut résumer maintenant, pour lancer la discussion, l'impérialisme américain se donne les moyens parce qu'il est acculé et qu'il a des contradictions internes qu'il ne peut résoudre, une économie intérieure qui est fragilisée, il vend du racisme, il exporte de la violence pour gagner du temps. Les potentats des régimes et des dictatures essayent de trouver leur place dans une nouvelle division internationale des pouvoirs et des zones d'influence, et l'Iran, et aujourd'hui les peuples d'Iran, en font les frais. Mais n'oublions pas, le point de départ de tout ça, c'était tout d'abord un peuple qui s'est soulevé contre une dictature, avec toutes les confusions, avec toutes les limites que l'on peut voir, mais courage aujourd'hui à affronter. Il a fallu 4 jours pour arriver à ce score absolument effrayant de victimes. 4 jours pour faire un tiers des victimes qu'il y a eu à Gaza en 1 an de guerre. C'est aux armes de guerre. Et tous les camarades et auditeurs qui sont présents, qui ne l'ont pas vu, l'article du Monde daté d'aujourd'hui, qui raconte un petit peu avec, comment dire, l'occupation et des médecins et des rapports partiels, qui est pourtant un article très mesuré, vous donne un peu l'ampleur de cette répression-là. En fait, ceux qui ont une conscience de classe aujourd'hui, peut-être malheureusement, ce n'est pas encore les exploiter, mais c'est à vérifier et j'attends de voir un peu quand on aura des retours de l'intérieur. En revanche, les gens qui dirigent les régimes, les États bourgeois, avec lesquels d'ailleurs nos gouvernements commercent sans aucun problème, eh bien en fait, eux, ils sont prêts à tout pour ne pas perdre leur pouvoir.